Le philosophe Voltaire, dans son ouvrage intitulé Candide au chapitre 1, dit, je cite, « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par là que lorsque vous êtes dans une situation difficile, d'avoir ce qu'on appelle l'espoir d'un lendemain meilleur, d'être optimiste. Optimiste, ça veut dire quoi? Espérer que demain, ça ira mieux. Donc, il dit que si vous êtes dans une situation difficile, de se dire qu'il y a une situation pire que votre situation et de se dire que votre situation n'est pas là par hasard et que de se dire enfin que votre situation va s'améliorer. Donc, vous comprenez pourquoi je me suis introduit en utilisant cette assertion. Donc, nous sommes actuellement dans une situation difficile. Nos classes sont fermées. Nous sommes à la maison. Bon, beaucoup d'autres choses, d'autres domaines ont été fermés, c'est vrai, mais je suis dans un cadre scolaire. Alors, les élèves, beaucoup sont découragés, surtout ceux qui sont en classe d'examen. Lorsqu'ils nous interceptent, ils disent « Monsieur, cette année, c'est comment on va faire? On est mort, ainsi de suite. » Donc, j'ai dit « Non, on n'est pas mort. Prions le bon Dieu, espérons, gardons espoir. Demain, ça ira bien. Le mal va passer, nos classes vont s'ouvrir à nouveau. Nous allons nous y retrouver pour la suite donc, de nos cours. » Bien. Et c'est dans cette optique que je suis là par le biais de notre chaîne de télévision humaniste sociale, Burkina Info, pour un tant soit peu booster, essayer de galvaniser les élèves en classe d'examen et particulièrement ceux qui sont en classe de 3e avec des cours d'appui en physique et en chimie. Donc, des cours d'appui qui ne sauraient remplacer intégralement les cours que vous avez recopiés en classe. Si vous avez déjà recopié ces cours-là, c'est bien, la répétition est pédagogique. Donc, ça ne peut pas remplacer le cours à la maison, le cours que vous avez recopié dans les cahiers. Donc, c'est un cours d'appui. Donc, je m'appelle Zongo Daniel. Nous allons faire des cours d'appui en sciences physiques ensemble. Alors, et pour commencer, aujourd'hui, nous allons voir la partie physique. Et la physique, nous allons commencer par la mécanique. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est énergie, mécanique, transfert et rendement. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne concentration. Énergie, mécanique, transfert et rendement. Nous allons subdiviser ça en 5 grandes parties. La première partie, grand 1, énergie cinétique. Énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? L'énergie cinétique d'un corps, c'est l'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse. Lorsqu'un corps est en train de se déplacer, ce corps-là a une énergie qu'on appelle énergie cinétique. Et on note ça EC. Et son expression littérale, ça veut dire sa formule, c'est EC égale à 1 demi de mv au carré. Voici sa formule. Et en application numérique, comment on calcule? On fait EC égale m multiplié par v, le tout sur 2. Alors, les unités. La vitesse doit être en mètres par seconde. La masse, vous devrez avoir ça en kilogrammes. Et vous trouvez l'énergie cinétique là en joule. Voilà comment on calcule l'énergie cinétique. Alors, lorsqu'un corps est en mouvement, tel qu'une voiture par exemple, la voiture là, a une énergie cinétique. Et les paramètres, les grandeurs qui jouent sur l'énergie cinétique sont, vous avez la masse et vous avez la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la masse de l'objet en déplacement est élevée, l'énergie cinétique également est élevée. Lorsque la vitesse est élevée, l'énergie cinétique est élevée. Et de même, si ces valeurs-là sont faibles, l'énergie cinétique également est faible.
Bien, dans la vie courante, vous remarquez que quelqu'un qui veut, par exemple, traverser une circulation, lorsqu'il s'agit d'un vélo, la personne n'est pas inquiétée que le vélo le coince. Parce que le vélo, la masse du vélo n'est pas élevée. Donc, l'énergie cinétique que le vélo va communiquer à la personne lors d'un accident ne serait pas aussi donc élevée. C'est pourquoi les gens ne se gênent pas trop d'éviter de justesse donc les vélos. Mais lorsqu'il s'agit d'une moto, la masse d'une moto dépasse celle d'un vélo. Donc, les gens font plus attention à une moto à cause de sa masse d'abord. Et s'il s'agit encore d'une voiture, la masse de la voiture étant plus élevée que la masse du vélo, la voiture, lors d'un accident, commet plus de dégâts que la moto. Et quelqu'un qui veut traverser une voie et qui voit, par exemple, un camion-citerne ou un remorque en train de venir, qu'est-ce qu'il fait? Il crie et il recule. Ça, c'est parce que la masse du camion qui arrive là est élevée et donc, par conséquent, son énergie cinétique également est élevée. Deuxième grandeur, la vitesse. Lorsque vous prenez l'exemple des balles de revolver, la masse de ces balles-là est à l'ordre de grammes. Alors, ça veut dire que la masse ne pèse pas, mais la vitesse à laquelle ces balles-là sortent du revolver, la vitesse est élevée. Donc, l'énergie cinétique de ces balles, donc, l'énergie cinétique est élevée également. Donc, voilà des grandeurs qui jouent sur l'énergie cinétique. Et on va voir quelques exemples de corps qui possèdent l'énergie cinétique. Vous avez seulement à citer tout corps qui bouge. Vous avez une voiture en déplacement. Une voiture en mouvement. Vous avez une roue qui tourne. Lorsqu'une roue tourne, la roue a une énergie cinétique. Et si vous approchez de la roue et puis la roue vous frôle, la roue peut vous communiquer donc son énergie cinétique. Vous avez un marteau lancé, vous avez un oiseau en vol. Donc, tous ceux-là qui sont en déplacement seulement possèdent une énergie cinétique. Et lorsque un corps est immobile, son énergie cinétique là est nulle. Puisque la vitesse est zéro, un corps immobile est un corps qui ne bouge pas. La vitesse est nulle. Et si la vitesse est zéro, quelle que soit la masse, le fait que zéro soit là, zéro va absorber tous ces éléments et l'énergie cinétique là est nulle. Donc voilà un peu ce que c'est que l'énergie cinétique. Et lors d'un devoir, lorsqu'on vous demande la définition de l'énergie cinétique, vous dites l'énergie cinétique d'un corps est l'énergie que possède ce corps du fait de sa vitesse. L'énergie cinétique d'un corps est l'énergie que possède ce corps du fait de sa vitesse. Voilà la définition de l'énergie cinétique. Donc, nous allons évoluer avec le paragraphe suivant qui est l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle d'un corps, c'est l'énergie que possède ce corps du fait de sa hauteur. Ça veut dire sa position élevée par rapport au sol. Lorsqu'un objet est en contact avec le sol, cet objet-là n'a pas d'énergie potentielle. Mais une fois que l'objet décolle du sol, cet objet-là a une énergie qu'on appelle de l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle est notée EP. Et sa formule, c'est P multiplié par H. Le P représente quoi? Le P représente le poids du corps. Et son unité est en newton. Vous avez la hauteur qui est en mètre. Et vous obtiendrez donc l'énergie potentielle en joule. Donc, dans les chapitres précédents, on a vu la formule du poids d'un corps, P égale la M fois G. En remplaçant P par son expression, on obtient énergie potentielle égale la M fois G fois H. Voilà la formule de l'énergie potentielle. Donc, les unités. La masse doit être en grammes, le G en newton par kilogramme, qui est donné dans les exercices. Donc, la hauteur là en mètres, l'énergie potentielle est en joule. Donc, voilà la formule de l'énergie potentielle. Si on vous demande la définition de l'énergie potentielle d'un corps, c'est l'énergie que possède ce corps du fait de sa hauteur. L'énergie que possède ce corps du fait de sa hauteur. Et on peut citer des exemples de corps qui possèdent de l'énergie potentielle. Vous avez tout corps qui n'est pas en contact avec le sol. Par exemple, lorsque vous prenez un oiseau en vol encore, l'oiseau n'est pas au sol, donc l'oiseau a une énergie potentielle. Lorsque vous prenez une mangue,
sur un manguier. Le fruit n'étant pas donc au sol, le fruit a une énergie potentielle. Un objet sur une table, par exemple, possède une énergie potentielle. Et si l'objet est au sol, la hauteur donc est considérée comme 0. Donc 0 multiplié par tout ce que vous voulez, ça donne 0. Et des exemples. Plus l'énergie potentielle d'un corps est élevée, plus ce corps aussi peut causer plus de dégâts. Je prends un exemple, un margouillat qui quitte par exemple d'un immeuble de hauteur 3 mètres par exemple et qui tombe sur son ventre. Le margouillat va se stabiliser pendant quelques instants, mais il se lève et il continue parce que sa masse est faible. Donc c'est pour vous dire que la masse est une grandeur qui joue sur l'énergie potentielle. La masse du margouillat étant faible, l'énergie potentielle donc, du margouillat au cours de sa chute est faible. Donc ça ne poserait pas beaucoup de dégâts. Mais prenons par exemple un chameau qui quitte par exemple sur une table de 1,50 m seulement. Et si ce chameau tombe sur son ventre, alors ce chameau ne peut pas se relever vite comme le margouillat l'a fait. Parce que le poids du chameau dépasse donc le poids du margouillat. Donc, l'énergie potentielle du chameau au cours de sa chute est élevée et ça pourrait donc causer des dégâts. Donc, c'est pour vous dire que la masse est une grandeur qui joue sur l'énergie potentielle. La hauteur aussi est une grandeur qui joue sur l'énergie potentielle. Voici donc des informations sur l'énergie potentielle. Alors, nous allons remarquer quelque chose. Dans le chapitre passé, on a vu la formule du travail du poids d'un corps. Et on avait dit le travail du poids d'un corps est égal à M fois G fois H. Et ce matin, on voit, dans ce chapitre, on voit l'énergie potentielle égale également à M fois G fois H. Donc, on vous dit de remarquer que l'énergie potentielle d'un corps égale au travail du poids de ce corps. L'énergie potentielle d'un corps égale au travail du poids de ce corps. Voici la remarque qu'on doit faire au niveau donc de l'énergie potentielle. Nous allons évoluer avec le grand 3, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique d'un corps, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Regardez par exemple cet exemple. Un oiseau en vol que j'ai cité au niveau donc des corps possédant de l'énergie potentielle. Le même exemple se trouve ici, au niveau donc des exemples de corps possédant de l'énergie cinétique. Donc, lorsqu'un oiseau est en déplacement, le fait que lorsqu'un oiseau est en vol, le fait que l'oiseau se déplace, cet oiseau-là a une énergie cinétique due à sa vitesse. Comme l'oiseau n'est pas sur le sol, mais à une certaine altitude, l'oiseau-là a une énergie potentielle. Et lorsque vous faites la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, vous obtenez ce qu'on appelle l'énergie mécanique de l'oiseau. Donc, l'énergie mécanique d'un corps est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie mécanique d'un corps est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et si on remplace chacun par sa valeur, on obtient l'énergie mécanique égale 1 demi de mv carré plus m fois g fois h. Voici donc la définition de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un corps est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors, la conservation. Il faut savoir que lorsqu'un objet est en déplacement, son énergie mécanique doit se conserver s'il n'y a pas de frottement. Mais s'il y a des frottements, l'énergie mécanique là diminue. C'est quoi les frottements? Ce sont des forces qui entravent au déplacement, qui empêchent l'objet donc de se déplacer. Lorsque vous prenez un engin, les patins, les freins constituent par exemple des forces de frottement. Donc, si vous prenez un objet qui est dans un système où il n'y a même pas de frottement, il n'y a pas l'action du vent, parce qu'un objet qui se déplace peut contrer le vent et en ce moment, le vent la constitue donc des forces de frottement. Lorsque une roue est en train de circuler sur un goudron, par exemple, le contact entre le goudron et le pneu, par exemple, la constitue des frottements. Donc, si on arrive à avoir un objet qui est dans un système où il n'y a même pas de frottement, l'énergie mécanique là se conserve. Bon, bien vrai que c'est difficile d'avoir ce système-là, mais dans les calculs, nous considérons chaque fois que le système-là se fait sans un frottement. Si vous voulez un exemple de système sans frottement, il faut peut-être prendre l'exemple d'un goudron
en carreaux, par exemple, goudron en carreaux très bien lisse, et on annule l'action du vent. En ce moment, lorsque vous donnez un coup de pédale à un vélo à Ouagadougou, par exemple, si on enlève ces frottements, avec ce seul coup de pédale-là, le vélo peut rouler jusqu'à, par exemple, à Tougan. Bon, voilà, ceux qui ne connaissent pas Tougan, c'est une autre ville du Burkina Faso, située à 1000 km de Ouagadougou. Voilà. Mais vous voyez que c'est difficile d'avoir donc un tel système. Mais dans les exercices, on considère chaque fois que nous sommes dans un cas où il n'y a pas de frottement. Donc, sans frottement, l'énergie mécanique se conserve. Mais lorsqu'il y a des frottements, l'énergie mécanique là diminue. Je vous donne un schéma explicatif. Considérons un objet qui est placé ici. Un objet de masse M qui est placé au point A, par exemple, ici. Et nous avons la hauteur par rapport au sol. Vous avez le sol ici. Et cet objet doit descendre de A jusqu'à B. Supposons par exemple que l'objet au niveau du point A est immobile. L'objet est sur place, l'objet ne bouge pas. En ce moment, en voulant calculer l'énergie mécanique de ce corps, qui est l'énergie cinétique plus potentielle, puisque le corps ne bouge pas, l'énergie cinétique là est nulle. Ça veut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Donc au point A, l'énergie mécanique égale à l'énergie potentielle. Car V égale 0. Et par conséquent, énergie cinétique est nulle. Maintenant, lorsque l'objet commence à se déplacer et on repère par exemple l'objet à un point intermédiaire, par exemple à un point S ici, lorsqu'on repère l'objet ici à ce niveau, repérons l'objet au point S par exemple. Ici, l'objet a les deux énergies. L'objet a une énergie cinétique parce que l'objet est en déplacement. L'objet a une énergie potentielle parce que l'objet est encore à une certaine hauteur par rapport donc au sol. Si je nomme par exemple la première hauteur la H et la hauteur au niveau du point S là, H', vous voyez, la hauteur H' ne vaut pas la hauteur H. Ça veut dire que l'énergie potentielle va diminuer. Maintenant, s'il n'y a pas de frottement, c'est l'énergie cinétique qui existe là qui va compenser. L'énergie cinétique va compenser. Puisque la hauteur a diminué, l'énergie potentielle va diminuer. L'énergie potentielle au point S est différente de l'énergie potentielle au point A. Mais maintenant, il y a de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique là va compenser de telle sorte que l'énergie mécanique au point S soit égale à l'énergie mécanique au point A. Donc ici, l'énergie mécanique là est égale à 1 demi de mv carré plus m fois g fois h. V, c'est la vitesse au point S. M, c'est la masse de l'objet. Le h là, ce sera donc ce h' là. Donc, si vous calculez ça plus ça, on obtient la même réponse que ça. Donc, la conservation de l'énergie mécanique s'explique de la sorte. Et si l'objet arrive au point B, si l'objet arrive au point B, l'objet est au sol. Donc, il n'y a pas d'énergie potentielle. Et si on demande la formule de l'énergie mécanique en ce moment, l'énergie mécanique ici est égale seulement à l'énergie cinétique, car la hauteur est égale à 0. Maintenant, la vitesse au point B est supérieure à la vitesse au point S. Ça veut dire que si vous calculez l'énergie mécanique ici, qui est égale à l'énergie cinétique seulement là, on trouve la même réponse que nous avons eue ici, on trouve la même réponse que nous avons eue ici. Voilà comment expliquer l'énergie mécanique se conserve. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Voilà un peu pour ce qui est de l'énergie mécanique. D'accord, nous allons continuer avec le prochain point. Nous sommes au grand 4, transfert. Donc, au niveau du transfert, nous allons voir d'abord les convertisseurs. Donc, qu'est-ce qu'un convertisseur d'énergie? Un convertisseur d'énergie, pour préciser, convertisseur d'énergie. Un convertisseur d'énergie est un dispositif qui permet de convertir une forme d'énergie à une autre forme.
Un convertisseur d'énergie est un dispositif permettant de convertir une forme d'énergie à une autre forme. Donc, les formes d'énergie que nous avons pour la classe de troisième, nous avons l'énergie électrique, nous avons l'énergie mécanique, et nous avons l'énergie thermique ou énergie calorifique. Voici les formes d'énergie que nous avons en troisième. Un dispositif qui peut prendre de l'énergie électrique transformée en énergie mécanique ou inversement est un convertisseur. Alors, et nous pouvons voir des exemples de convertisseurs. Et comme exemple de convertisseur, nous pouvons par exemple prendre le chauffe-eau. Et on peut par exemple symboliser le chauffe-eau comme ce cercle-là. Un chauffe-eau. Le chauffe-eau a besoin d'une forme d'énergie pour fonctionner. Et c'est quelle forme d'énergie? C'est l'énergie électrique. Un chauffe-eau a besoin de l'énergie électrique pour fonctionner. Donc, on peut faire une flèche qui entre pour symboliser l'énergie que le chauffe-eau donc consomme. Et on met ici énergie électrique. On peut, pour ne pas qu'il y ait de l'amalgame, ajouter ça. Ici, le chauffe-eau sert à faire quoi? À chauffer de l'eau. Donc, le chauffe-eau prend l'énergie électrique, le chauffe-eau convertit ça à une autre forme qui est l'énergie thermique, la chaleur. Donc, qu'on note Q. Donc, le chauffe-eau est un convertisseur. Un deuxième convertisseur, vous avez les dynamos. Quand on prend un dynamo d'un vélo, alors, il faut qu'on pédale le vélo. La roue du vélo tourne par la force physique de celui qui pédale. Et ensuite, la roue va faire tourner la tête du dynamo. Et si la tête du dynamo tourne, à l'intérieur, il y a un tube qui tourne et des bobines et des aimants se frottent et des électrons sortent et vous avez de l'énergie électrique. Donc, le dynamo a besoin de l'énergie mécanique. Et le dynamo convertit ça en énergie électrique pour alimenter donc le phare, feu rouge et clignotant du vélo. Alors, nous avons le moteur à piston. Le moteur à piston ou encore le moteur à catin, ce sont les engins qui consomment donc de l'essence la plupart. Alors, donc ces moteurs-là ont besoin de la chaleur. Donc, nous allons mettre ici énergie calorifique. De l'énergie calorifique due à la combustion de l'essence. L'essence que vous mettez dans le moteur brûle pour produire de la chaleur. Donc, le moteur a besoin de cette chaleur et transformer cette chaleur-là en énergie mécanique. En énergie mécanique, souvent en notre travail mécanique, comme ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, voilà un peu. Le moteur à piston prend de la chaleur et convertit ça en travail. Et en travail pour permettre donc au moteur de se déplacer. Donc, c'est un convertisseur. Et un dernier exemple parmi tant d'autres, vous avez les turbines des barrages. Quand on prend une turbine d'un barrage, je parle des barrages hydroélectriques. Comment les barrages fonctionnent? Il faut une chute d'eau et la chute d'eau va tomber sur des hélices, des pailles, des turbines. Et ces turbines-là vont faire tourner des alternateurs et vous avez du courant électrique qui sort. Donc, il faut d'abord un travail mécanique, énergie mécanique ici. Et à la sortie, vous avez donc de l'énergie électrique. Vous avez un groupe électrogène. Le groupe électrogène a besoin de la chaleur. On met de l'essence dans un groupe. L'essence brûle et produit de la chaleur. Le groupe prend cette chaleur et convertit en énergie électrique pour alimenter donc, ce que vous voulez. Donc, voici des exemples donc, de convertisseurs. Donc, un convertisseur est un dispositif qui permet de prendre une forme d'énergie, convertir à une autre forme. Voilà. Maintenant, ce que nous allons voir au petit 2, ce sont les conversions. Conversion d'énergie. Ce sont des exemples de conversion que nous allons étudier. Et nous avons déjà, avec ces schémas-là, nous avons déjà étudié quelques exemples de conversion. Par exemple, ici, là, c'est une conversion de l'énergie électrique
en énergie calorifique. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des exemples de conversion. Alors, je vais faire un schéma explicatif d'une conversion. Si vous prenez par exemple un circuit électrique, comportant une machine, je vais symboliser la machine de la sorte, c'est juste un schéma explicatif. Vous avez ici un générateur. Le générateur, là, on peut mesurer la tension à ses bornes à l'aide d'un voltmètre. Vous avez le courant électrique et on peut mesurer l'intensité dans le circuit avec un ampèremètre. Donc, ce générateur alimente donc une machine. Et lorsque la machine là, reçoit l'énergie électrique de la part du générateur, le moteur est capable de faire tourner ce tube-là. Et donc, lorsque ce tube-là tourne, on peut attacher un fil à ce niveau. On attache un fil à ce niveau-là. On attache un fil et au bout du fil, on peut mettre un objet. Un objet qui a son poids. Donc, lorsque le fil tourne, lorsque le tube tourne, donc le fil s'enroule autour du tube et puis l'objet monte. L'objet peut monter d'une certaine hauteur h. L'objet monte. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Cette machine qui consomme l'énergie électrique reçue de la part du générateur, la machine convertit ça en énergie mécanique. Et la machine transmet cette énergie mécanique à la charge, permettant donc à la charge là, de monter d'une certaine hauteur. Voici un exemple de dispositif pour vous expliquer comment se fait donc la conversion d'énergie. On peut prendre par exemple cet exemple attribué au fonctionnement d'un ventilateur. Lorsque vous prenez le ventilateur a besoin de l'énergie électrique et il y a un tube qui tourne au niveau du ventilateur. Quand vous démontez un ventilateur, vous avez le tube qui est là. Donc, quand vous mettez le ventilateur en marche, ce tube-là tourne. Donc, le ventilateur est un convertisseur qui convertit l'énergie électrique reçue de la part de votre générateur là en énergie mécanique. Donc, on peut faire l'inversion, on peut trouver un dispositif dans lequel le moteur là, va recevoir de l'énergie mécanique et puis transformer ça en énergie électrique. Et je fais allusion, par exemple, au dynamo. Le dynamo reçoit de l'énergie mécanique et traduit ça en énergie, il transforme ça en énergie électrique. Voici un exemple donc de conversion d'énergie. Alors, le second point que nous allons voir après le transfert, c'est le rendement d'un convertisseur d'énergie. Le rendement d'un convertisseur d'énergie. Nous allons voir le dernier point, le rendement. Le rendement d'un convertisseur, c'est un peu évaluer son utilité par rapport donc au rôle qui lui est attribué. Lorsque vous prenez un convertisseur comme ça, nous allons voir d'abord la définition du rendement d'un convertisseur. Donc, prenons un convertisseur comme ce que je viens de dessiner tout à l'heure. Il y a une énergie qui entre, il y a une énergie qui sort. L'énergie qui entre là est appelée énergie reçue par le convertisseur. Énergie reçue par le convertisseur. Et ce que le convertisseur là transmet à la suite de la chaîne là, on appelle ça énergie restituée. Énergie restituée. Bon, restituer ici veut dire donner après avoir reçu. Restituer veut dire donner après avoir reçu. Donc, supposons par exemple qu'un convertisseur reçoit une forme d'énergie à une valeur de 100 joules. Et le convertisseur là restitue 80 joules par exemple. On peut évaluer son utilité en faisant le quotient de l'énergie qu'il restitue par l'énergie qui lui a été fournie. Et c'est ça la définition d'un 100 et 80, là, ce sont des valeurs, ce sont des exemples. Voilà, donc ce sont des valeurs qui varient. Il y a la notion de pourcentage que je vais donner. Voilà, donc dans cet exemple précis, par exemple, le rendement de ce convertisseur-là fait 80%. Le rendement fait 80%. Donc, le rendement d'un convertisseur est le quotient de l'énergie restituée
restitué par l'énergie reçue. On peut faire également la formule avec des puissances. On peut dire que c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Voilà la définition du rendement d'un convertisseur. Donc, je reprends. Le rendement d'un convertisseur est le quotient de l'énergie restituée par l'énergie reçue dans le même temps. Il faut donc garder le temps dans le même temps. Il faut noter que le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Puisque j'ai dit restituer là, c'est donner après avoir reçu, on ne peut pas recevoir 100 joules et donner plus que 100 joules. Ce n'est pas possible. À la limite, si le rendement là prend 100, si le convertisseur prend 100 joules et restitue 100 joules, ce convertisseur est qualifié de convertisseur parfait. En ce moment, le rendement fait 100%. Donc, en défaut de ça, le rendement est toujours inférieur à 1. Donc, on dirait que le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Ensuite, le rendement est sans unité. Le rendement est sans unité. Donc, ça c'est en joules, ça c'est en joules. On peut simplifier les joules. Le rendement n'a pas d'unité. Le rendement est sans unité. Le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Bien, on peut donner le rendement soit sous forme décimale, soit sous forme de fraction ou sous forme de pourcentage. Voilà un peu donc l'information. Si dans un devoir, vous calculez le rendement et vous voyez que vous avez trouvé une valeur qui est supérieure à 1, c'est que vous êtes en erreur. Voilà un peu. Maintenant, nous allons voir la conservation d'énergie. Conservation d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si nous revenons sur ce schéma, le convertisseur a reçu 100 joules et a restitué 80 joules. Donc, 80 ôté de 100, il reste 20. Ici, la question c'est où sont passés les 20? Où sont passés les 20? Donc, les 20 là sont qualifiés d'énergie perdue. Donc, si on va faire le schéma ici, si je reprends le convertisseur ici, vous avez l'énergie reçue par le convertisseur qui est là. Vous avez l'énergie restituée ou encore énergie utile. Énergie utile, pourquoi? Quand vous prenez le cas de chauffe-eau, le chauffe-eau là va recevoir de l'énergie électrique. Le chauffe-eau est appelé donc à restituer l'énergie là à l'eau pour que l'eau puisse se chauffer. Mais un chauffe-eau ne peut pas chauffer de l'eau sans se chauffer lui-même. Il faut que le récipient là se chauffe avant de chauffer de l'eau. Donc, la partie utilisée pour chauffer le récipient là constitue donc une perte pour le système. On n'a pas branché le chauffe-eau pour chauffer un récipient, c'est pour l'eau. Donc, ce qu'on a utilisé pour chauffer l'eau est appelé énergie utile, parce que c'est de l'eau qu'on voulait chauffer. Mais ce qu'on a utilisé pour chauffer le récipient là, est appelé donc énergie perdue. Donc, on peut faire une deuxième flèche pour dire ça, c'est de l'énergie perdue. Alors, donc, lors d'une conversion d'énergie, lorsque l'énergie restituée est inférieure à l'énergie reçue, la partie perdue là est soit utilisée dans la résistance interne du convertisseur, soit dissipée sous forme de chaleur dans la nature. Mais il y a conservation d'énergie parce que lorsque vous prenez l'énergie perdue plus l'énergie restituée, on obtient donc l'énergie reçue. Voilà un peu ce que c'est que la conservation d'énergie. Quand on prend l'énergie reçue, c'est égal à l'énergie restituée plus l'énergie perdue. Si l'énergie perdue est consommée dans la résistance interne du convertisseur, on peut calculer l'énergie perdue par la formule E égale à P fois T. Or, dans les résistances là, P est égal à RI carré. En remplaçant donc P par sa valeur, on obtient l'énergie perdue qui est égale à RI carré fois T. Voilà comment on peut calculer l'énergie perdue dans une résistance interne d'un convertisseur. Alors, cette formule-là tient lorsque les données là, ici là sont les données qui imposent les formules. Donc, si les données, on a donné la résistance interne du convertisseur et l'intensité, voilà comment on procède. Maintenant, si on a donné la tension, on sait que P égale à U carré sur R.
Ce qui veut dire que si on va utiliser ça pour calculer l'énergie perdue, à la place de P là, mettez U carré sur R multiplié par T. Donc, E égale à P fois T. C'est le P comme ça, c'est le T comme ça. Donc, voilà comment on peut calculer de deux manières différentes l'énergie perdue lorsque celle-ci a été consommée dans la résistance interne du convertisseur. Remarque, le rendement, le R est minuscule. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand on dit rendement, c'est R minuscule. Et quand on dit résistance d'un convertisseur, résistance d'un conducteur ohmique, par exemple, c'est grand R. Donc, les choses là sont, les lettres sont imposées. Donc, voilà un peu pour ce qui est du rendement d'un convertisseur, de sa définition. La définition, là, c'est le quotient de l'énergie restituée par l'énergie reçue. Alors, vous avez la conservation d'énergie qui vous dit, au cours d'un transfert, d'une conversion, l'énergie se conserve. L'énergie reçue par le convertisseur est la somme de l'énergie restituée et de l'énergie perdue. Voilà un peu pour ce qui est donc de cette partie-là. Alors, nous allons essayer de donner un exercice d'application qui va un peu nous aider à réviser, à résumer, à reprendre tout ce que nous avons dit là en un seul exercice d'application. Bien, ce chapitre étant terminé, nous allons sanctionner la fin du chapitre là par un exercice d'application. On dit, un moteur électrique est alimenté par un générateur de tension 4,5 volts débitant une intensité de 0,25 ampères. En marche, il soulève une charge de 500 grammes à une hauteur de 0,75 mètres en 5 secondes. Première question, calculer l'énergie électrique reçue par le moteur. Deuxième question, calculer le travail qu'il a fourni. Petit 3, calculer le rendement du moteur. Petit 4, calculer l'énergie perdue au cours de l'opération. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est recenser les données. Il ne suffit pas de connaître seulement les formules. Lorsque vous prenez en physique ou en chimie, alors une grandeur peut avoir plusieurs formules. C'est en fonction des données de l'exercice qu'il faut savoir quelle est la formule convenable. Donc, nous allons essayer de recenser les données dans l'exercice. Les données, donc 4,50 volts, il s'agit de la tension. On donne U égale à 4,5 volts. On donne quoi encore? 0,25 ampères, ça s'agit de l'intensité. I égale 0,25 ampères. 500 grammes, il s'agit de la masse. M égale à 500 grammes. Donc, hauteur de 0,75 mètres. Donc, H égale 0,75 mètres en 5 secondes. 5 secondes, c'est le temps mis par la machine pour l'opération. Donc, 5 secondes. Alors, il y a une donnée qui sera complétée lors d'un devoir. Il s'agit de G. Et ça fait 10 newtons par kilogramme. Donc, voici les données qu'il faut. Donc, on va répondre à la première question, qu'il s'agit de calculer. Donc, nous allons calculer. Calculant l'énergie électrique. L'énergie électrique reçue par le moteur. Donc, formule. E égale P fois T. On n'a pas donné la puissance ici. Mais on sait que P égale U fois I. Or, P égale U fois I. Ce qui signifie que E égale U fois I fois T. Application numérique, E égale 4,5 volts multiplié par I 0,25 ampères multiplié par T, 5 secondes. Donc, après multiplication, on trouve E égale 5,625 joules. E égale à 5,625 joules. Voilà. Passons à la deuxième question. Donc, j'ai expressément de ce schéma parce que j'ai besoin de ça dans l'exercice. Donc, nous allons au petit 2. Calculons le travail fourni par le moteur. Le travail fourni. Bien.
Et dans le cahier de cours, ici, le travail, là, c'est le travail du poids, parce qu'il a soulevé, comme la machine, le moteur a soulevé une charge, le travail effectué par le moteur, là, correspond au travail du poids de la charge. Donc, il s'agit du travail du poids de la charge. Formule. Travail du poids égale M fois G fois H. Application numérique. Travail du poids égale M. Les 500 grammes, on a vu pendant le cours qu'il faut convertir la masse là à 1 kg. Donc 500 grammes équivaut à 0,5 kg. Donc 0,5 kg multiplié par G, 10 newtons par kilogramme, multiplié par H, la hauteur qui fait 0,75. Donc, on calcule, on trouve le travail du poids est égal à 3,75. 3,75 joules. Donc, si on revient à ce schéma, comme nous avons expliqué, notre convertisseur, là, c'est le moteur. L'énergie reçue ici, ça correspond à l'énergie électrique qui fait 5,625 joules. Et l'énergie restituée, c'est le travail du poids. Ça fait 3,75 joules. On remarque que 5,625 est supérieur à 3,75. Donc, pour le moment, mes calculs sont justes. Voilà. Puisque j'ai dit l'énergie restituée doit être inférieure à l'énergie reçue. Donc, il faut s'en assurer avant de continuer. Donc, question suivante, calculer le rendement du moteur. Et voici la formule. Bon, on a effacé la formule, mais nous l'avons toujours. Le rendement. Rendement égale à énergie restituée sur énergie reçue. L'énergie restituée ici, c'est le travail du poids sur l'énergie électrique. Et application numérique, on va prendre les 3,75 joules divisé par les 5,625 joules. Si on divise, on trouve 0,66. Donc, soit vous mettez rendement égal 0,66 tout court, soit vous mettez 66,66%. Le rendement est exprimé soit sous forme décimale, soit sous forme de pourcentage. Et la dernière question, c'est l'énergie perdue. Et si on revient ici, le moteur a reçu 5,625, le moteur a restitué 3,75. Donc, pour trouver l'énergie perdue, il suffit seulement de faire la différence entre ces deux énergies. Donc, l'énergie perdue. Donc, énergie perdue égale ici à l'énergie électrique moins le travail du poids. Application, énergie perdue, ça fait 5,625 joules moins 3,75 joules. Donc, si l'énergie reçue était égale à l'énergie restituée, on allait trouver l'énergie perdue là, 0. Donc, ici, on trouve 1,875. 1,875 joules. Donc, voilà pour ce qui est de cet exercice d'application. Donc, on suppose que vous avez compris quelque chose. Alors, c'est bon pour aujourd'hui. On prie que le bon Dieu veille sur nous, qu'il bénisse nos efforts. Donc, la suite au prochain numéro, s'il plaît à Dieu. Merci.